Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette rencontre. Je pense qu'on peut essayer, on va commencer tous ensemble. Alors, je suis très heureux en ce samedi de vous accueillir pour une rencontre sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment un moment privilégié parce qu'au moment où nous sommes en crise, où des questions sur le numérique, sur l'école fondamentale se posent, nous avons la chance d'essayer de tenter ensemble de discerner l'horizon et de voir les bouleversements qui sont déjà en cours, alors que nous sommes seulement en train de nous adapter, de tenter de nous approprier des tablettes, des ordinateurs, des logiciels, des pratiques. Déjà, le bouleversement de l'IA arrive. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'Académie néoplatonicienne de Florence, c'est-à-dire le lycée Victor Hugo de la MLF, donc un endroit où des intellectuels, des gens de théâtre, des gens de poésie ont réfléchi au bouleversement de leur temps. Donc, on va poursuivre à travers le temps et à travers cette plateforme virtuelle ce travail. Avant d'introduire cette table ronde, j'aurais demandé à nos invités de se présenter à tout le monde. Alors déjà, Margarida Romero, bonjour, vous nous entendez? Oui, parfait. Ouais, bonjour. Donc, bonjour. je suis connectée depuis Nice, donc laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, et je suis enseignante-chercheur en sciences de l'éducation et j'ai le plaisir de coordonner donc les groupes de travail numérique, créativité, intelligence artificielle et éducation, donc en collaboration donc avec la DNE. Merci à vous, merci, bienvenue à vous alors. Ensuite, je laisse la parole à Axel Jean. Oui, bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent avec vous et d'avoir pu répondre positivement à cette invitation. Donc, je suis chargé au sein du Bureau du soutien à l'innovation et à la recherche appliquée de la Direction du numérique de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des sujets spécifiquement dédiés à IA et éducation. Et donc là, je participe aujourd'hui avec vous avec grand plaisir dans un petit village très proche de Paris. Merci beaucoup. Luis Garando. Oui, bonjour tout le monde. Et moi, donc on fait un voyage à Poitiers, du coup on descend un peu vers le sud. Et je travaille à Réseau Canopé, donc dans le siège national de Réseau Canopé, à la direction de la recherche et du développement. Je suis également chercheur associé au laboratoire Techné à l'université de Poitiers. Et on participe à différents projets également dans le cadre de ce qu'on appelle les laboratoires des usages intelligence artificielle. Et on collabore justement avec, dans les groupes, on participe au groupe de travail de Margarida, que Margarida vient de citer, et dans différents projets avec Axel également, et avec d'autres collègues universitaires ou institutions, etc. Merci beaucoup. Et enfin, David Bellassène, bonjour. Bonjour à tous, merci. Je suis voilà, directeur d'école, également formateur. J'ai la chance d'être expatrié volontaire au Liban, à Beyrouth plus exactement, au grand lycée franco-libanais de la mission laïque française. Et puis, j'essaye de promouvoir l'enseignement de la pensée informatique, des algorithmes, et discuter avec vous pour aller vers de nouveaux outils qui m'intéressent de mettre en place dans mon établissement et de partager aussi avec le reste des enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Bien, alors nous allons pouvoir commencer à réfléchir et à discuter tous ensemble. Mon intro sera très très brève puisque je vais partager mon écran. Voilà, comme ça vous allez voir. Donc avec nos invités, nous avons décidé en préparation de répartir cette rencontre en 3 moments. J'espère que tout le monde voit mon slide. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc il y aura 3 moments. Un moment sur le lexique, le choix des mots. Puis viendront la présentation éventuellement de quelques applications de l'IA. Et enfin, une réflexion sur les enjeux éthiques. Effectivement, dès qu'on parle d'IA, il est très compliqué de définir ce que c'est. Et justement, peut-être l'intérêt de l'IA, c'est qu'il y a encore un flou, des débats, des discussions, des enjeux quant à la désignation de sa réalité, de ses possibilités. Donc, avant, pour nous les enseignants, effectivement, profanes sur l'IA, il est très difficile de comprendre ce que c'est et aussi d'en voir les applications.
Ensuite, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est qu'on sent très vite que ce qui va être redéfini par l'IA, à cause ou grâce, comme on voudra, ça sera la définition d'un élève, la définition d'un enseignant, que va devenir l'école, que peut devenir l'école avec l'IA. Donc, ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre, ou en tout cas, nous allons tenter de dessiner quelques horizons. Et nous allons très vite voir qu'il y a des enjeux éthiques très forts, voire même politiques. Ça, on pourra peut-être en parler avec Axel Jean. Et finalement, si on pouvait résumer cette table ronde en une question, c'est comment l'école doit être à la fois, déjà la question du doit va se poser, est-ce que l'école doit être un laboratoire ou un sanctuaire, ou les deux à la fois dans, face et par l'IA, et aussi également comment comment l'intelligence collective qu'est l'école peut-elle s'emparer de l'IA, ou est-ce l'IA qui va artificialiser l'intelligence collective de l'école? C'est des questions fondamentales. Et en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on avait choisi de commencer par définir un peu les termes et voir aussi les débats que portent ces termes. Je pense que pour commencer cette réflexion, il faut un peu mettre des choses à peu près un peu au clair. Donc voilà, donc on est à cette étape-là, le lexique, le choix des mots, et je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse voir le visage de nos invités. Voilà. Alors, je ne sais pas, qui désire, Margarida ou Axel, par exemple, définir ce que serait l'IA, ou ce qu'est l'IA? Margarida, peut-être, pour l'entrée d'abord par la recherche, oui. Ouais. Donc, voilà, et on prend, nous, des définitions qui nous viennent des collègues en informatique, hein, donc ce n'est pas des définitions en sciences de l'éducation, mais en fait, justement, les termes IA, ils désignent tout un ensemble d'éléments qui imitent ou qui peuvent faire penser à des fonctions cognitives. Il y a des traitements de l'intelligence humaine, mais il y a justement ce questionnement de est-ce que c'est un bon terme, hein? Donc, parce que déjà les termes intelligence posent question, et les termes intelligence artificielle donc pourraient faire penser qu'on est en train d'avoir une intelligence du même type que celle humaine. Or, nous sommes vraiment très loin actuellement de ce qui est possible de faire avec les types de traitements qui existent dans l'apprentissage machine et les différentes approches en IA. Merci. Alors, justement, c'est ça, c'est très intéressant. Déjà, on est au cœur du débat, puisque, effectivement, notamment en philosophie, la distinction qu'on pose sur l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle serait l'idée que l'intelligence humaine fonctionne par bifurcation, par association contingente, et que l'IA, arrêtez-moi tout de suite si je me trompe, mais ce serait plutôt pour l'instant une puissance de calcul ou une simulation d'un modèle d'intelligence. Oui, et nos collègues donc de l'INRIA donc la définissent comme cette automatisation, hein, donc automatisation des processus et des comportements que nous percevons comme intelligents, mais c'est vrai que c'est justement des traitements à partir des données et à partir des modèles qui eux, ils doivent être de qualité pour que ça fasse sens en éducation. Et alors, il y a deux autres termes qu'on entend souvent revenir en parlant d'IA, c'est le e-learning et le deep learning. Alors, peut-être le e-learning, qu'est-ce qu'on entend par e-learning? C'est Axel ou c'est… Ouais. Vous voulez. Allez-y, ou Louis aussi sur ces sujets-là. Allez-y. Quand vous voulez. Alors, Louis, le e-learning. Oui, en fait, peut-être un complément avec ce que Margarida vient de dire. Et quand on essaie de transmettre la définition aux élèves, mais aussi aux enseignants dans différentes formations, pour faire les choses, on va dire, plus simples, nous, on prend 3 éléments, en fait. Le premier élément, c'est les données. Donc, bien comprendre qu'est-ce que c'est un jeu de données. Ensuite, un algorithme d'apprentissage. Mais bien comprendre qu'est-ce que c'est un algorithme avant. Et ensuite, cet algorithme va utiliser les données pour faire une prédiction. Et ensuite, on entre plus en détail, en fait, mais on essaye de mettre dans la tête, on va dire, des élèves ou des enseignants, ça dépend avec qui on est en train de travailler, ces 3 termes, on va dire, pour faciliter un peu les choses et les processus, justement, de comprendre et comment c'est la fonction. Et les deep learning, justement, si on va
au milieu de cette partie-là, donc données, algorithmes d'apprentissage et prédiction. Il entre dedans, mais on a plein d'autres algorithmes aussi. On a des algorithmes de classification, des régressions linéaires, donc qui existent il y a hyper longtemps en fait, mais on a commencé à développer beaucoup de choses autour justement du deep learning. C'est une partie de ces algorithmes, que c'est un réseau de neurones, donc différents neurones qui vont commencer à croiser et apprendre. Et ça dépend les niveaux qu'on a des neurones. Et à partir de là, on va pouvoir, si on a plus des deux niveaux, on va vers le deep learning et c'est un algorithme d'apprentissage qui va utiliser les données pour faire une prédiction. Et parfois, ça marche très bien et pour certaines situations, mais si on prend comme exemple, par exemple, le Learning Analytics, parfois un simple algorithme de régression linéaire, si on est en train de traiter des données, pas des classifications, va faire le travail parfois plus performant qu'un algorithme de deep learning. Alors, Louis, pardon Nicolas, je voulais enchaîner sur ce que venait de dire Louis, parce que c'est très important il a pleinement raison de dire qu'en fait, il n'y a pas que le deep learning autour de l'intelligence artificielle. On entend cela, de dire que le deep learning, c'est l'intelligence artificielle, et il y a parfois des débats d'orientation par rapport à ce qu'est l'IA et ce qu'elle n'est pas. Donc, on l'a clairement dit, Margarida l'a bien dit, sur cette situation de simulation de l'intelligence. Donc, le terme est correct. Simuler l'intelligence, alors évidemment pas la totalité de l'intelligence humaine, simuler des pans, des tâches cognitives particulières en étant extrêmement expert dans cette tâche-là, mais en aucun cas se substituer à la totalité de l'intelligence humaine. Ça, c'est du fantasme complet et ça en est, les capacités technologiques actuelles en sont extrêmement loin. Et comme Louise disait, effectivement, il y a des choses très très anciennes, les systèmes experts que nous connaissions il y a 50-60 ans, donc un parcours d'arbre de connaissances avec des oui-non, donc des portes, on va vers là pour faire des diagnostics dans un système fermé, type médical, type réparation d'un véhicule, type manipulation des verbes réguliers, type calcul mental. Voilà, toutes ces choses régulières peuvent être faites avec ce que les Américains appellent les GOFAI, Good Old Fashioned AI, donc des choses qui sont très très anciennes. Et on a une sorte de mix d'intelligence artificielle que l'on peut mobiliser au service des apprentissages, donc les mettre au service des professeurs pour des meilleurs apprentissages des élèves. Donc du vieil IA, type système expert, jusqu'au deep learning. Et surtout, ne pas en rester au seul deep learning. Louis a raison, il y a des choses qui fonctionnent très très bien et qu'il serait vraiment dommage de se priver, tout simplement par pragmatisme. Le professeur n'a pas à être moderne, il n'a pas à être à la mode des derniers courants, il a mobilisé toutes les capacités technologiques mises à sa disposition pour aider à sa tâche d'enseignement. Justement, là, on entre directement dans le deuxième volet qui va être l'enjeu éthique. Mais, excusez-moi, les applications. Juste une dernière question pour passer tout de suite à la seconde étape, justement, qui est celle des applications. Pour tout le monde, actuellement, dans quel domaine de tous les jours quotidiens l'IA est-elle utilisée? Est-ce que, sans le savoir ou par ignorance, nous avons déjà affaire à de l'IA dans nos vies? Oui, peut-être un des éléments donc, qui est en tout cas dans la poche de beaucoup de personnes, c'est les aspects de reconnaissance vocale. Et sur ça, il y a eu vraiment beaucoup de progrès. Donc, et ça a impliqué à la fois récolter, comme Louise le signale également, la donnée et la base, donc récolter beaucoup de données, mais après avancer dans les modèles de langage et aussi dans les particularités. Et je pense que du côté langage, il y a eu vraiment une explosion très positive des avancées parce que justement, il y a un corpus énorme qui est disponible donc, et qui peut être traité pour améliorer ces modèles-là. Et ça fait que, voilà, on a vu ces dernières années comment ces différents services de reconnaissance vocale, même des traductions automatiques, se sont améliorés progressivement et continuent à s'améliorer avec les types de corrections que nous apportons. Du coup, on comprend que les données sont fondamentales, que pour le coup, d'un point de vue économique, c'est quand même le pétrole. C'est le nouveau pétrole du XXIe siècle. C'est-à-dire que pour faire fonctionner ces IA, il est nécessaire de récolter des données. Alors,
En grande partie, mais excusez-moi, en grande partie, mais pas exclusivement. C'est-à-dire qu'on a évidemment, ça se dit beaucoup que la donnée, la data, le big data notamment, donc l'accès à des données massives, correspondrait à une sorte de fuel autour de l'intelligence artificielle. C'est souvent le cas. Mais il y a des sujets assez pointus, enfin des pans qui sont étudiés avec de l'IA à partir de très peu de données qui fonctionnent. Donc, par exemple, un système expert n'a pas forcément d'avoir besoin de beaucoup d'IA, il a besoin d'avoir un graphe de connaissances à parcourir et à tester régulièrement. Donc, oui, quand on a beaucoup de données, ça facilite la tâche. Et je voulais répondre à la question de Nicolas dans les champs qui exploitent beaucoup le potentiel de l'IA. Il y a la médecine. La médecine sur des objets notamment de reconnaissance d'imagerie médicale est particulièrement friand voilà, elle peut utiliser beaucoup la lecture d'images basée sur de l'IA pour détecter alors des sujets pas très drôles, hein, qui sont les sujets de maladies graves type cancer. Et donc, c'est à partir d'algorithmes, on peut dépister très rapidement des éléments avec un diagnostic qui sera ensuite posé par un humain. Mais donc, on peut parcourir de très nombreuses lectures de scanners ou ce genre d'éléments et dire là, il y a peut-être quelque chose et un humain va contrôler. Et on sait qu'actuellement, les systèmes basés sur de l'IA commettent moins d'erreurs que le meilleur des praticiens du monde, en fait. Donc, j'insiste là-dessus. Il y a une détection qui peut être en amont par un système d'IA, mais naturellement, le diagnostic doit être confirmé par un humain fort de toute son expertise. Alors, merci. Donc, du coup, on va tout de suite passer à la seconde étape. Je peux me permettre, Nicolas? Oui, bien sûr, David. Juste donner, parce qu'on est rentré par la recherche, sortir par le terrain et donc l'école, si je peux me présenter les écoles. Alors moi, je ne parlerai pas d'intelligence artificielle parce qu'à chaque fois qu'on utilise ces termes-là, on part dans des explications. Je parlerai plutôt, comme vous l'avez dit, de puissance de calcul, simulation de l'intelligence. Ce qui nous intéresse dans les écoles pour l'enseignement, c'est de rendre cette intelligence artificielle opérationnelle. Donc, quel outil informatique peut venir aider dans l'automatisation de processus, comme l'a dit Margarida, peut venir aider l'enseignant parce qu'il y a des tâches en classe qu'on ne parvient pas à faire, hein, compte tenu du nombre d'élèves. Donc, c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est si je voulais aller plus loin dans mon établissement avec ce type de logiciel très puissant, quelle est la plus-value vis-à-vis de l'école et voilà, à l'ère du choix, comme faire le bon choix à ce moment-là, comme l'intitule les rencontres du numérique. Juste dire aussi que je vois que Léa a demandé la parole. Est-ce qu'on peut lui donner? Oui, bien sûr. Particulièrement Léa. Voilà mon propos par rapport à l'éthique et l'intelligence artificielle concernant l'école. Alors Léa, si vous vouliez intervenir. Léa, parole, mais... Bon, Léa. Alors, du coup, dans les applications, donc là, c'est bien, David, là, tu me permets de faire une transition, tu montres déjà un peu comment l'école peut s'emparer du sujet. Est-ce que par exemple, tu peux aborder une manière dont la question de l'IA, alors soit en tant qu'objet de réflexion, ou soit en tant qu'outil, tu as pu l'aborder dans ton travail, dans ton métier d'enseignant? Alors, ces logiciels très puissants, au jour d'aujourd'hui, je ne les ai pas utilisés. Je suis rentré d'abord dans les premiers pas vers la pensée informatique se sont faits via l'enseignement de la programmation avec le logiciel Scratch, puis rapidement un travail sur la programmation, un travail sur la robotique. Donc voilà, moi, mes entrées concernant les avancées sur la citoyenneté numérique, sur amener les élèves à comprendre l'algorithme, comment fonctionne une ligne de commande, et que ça se fasse des petites classes jusqu'aux grandes classes, hein, d'abord par l'implication corporelle des enfants dans la compréhension d'un algorithme, puis de façon plus poussée avec une programmation, par exemple, séquentielle, comme peut le proposer Scratch. Voilà, moi, c'est aussi, je viens aussi en tant que demandeur, c'est-à-dire que quand on a préparé cette table ronde avec Seljan, à donner des exemples, moi, ça m'intéresse, voilà, de voir comment aider les enseignants à tirer un constat assez précis de leurs élèves pour ensuite les aider, personnaliser un peu les enseignements dans les classes. Donc, je sais qu'Axel Jean a
de très bons exemples. Je suis très friand de le réentendre. Et ben voilà. Bah, du coup, la parole est à Axel. Et ensuite, peut-être à Louis aussi, qui avait, Oui, bien sûr, qui avait des. Alors, effectivement, là, je vais exposer quelques éléments et Luis et Margarida sont du côté de ceux qui pensent ces systèmes-là, en fait, voilà, du côté de la recherche, parce que ce qu'on met à disposition des professeurs, ce qu'on construit avec les professeurs, ne tombe pas d'une intention unique du ministère, mais évidemment prend son ancrage dans des développements et des recherches scientifiques, donc du côté des chercheurs. Pour les développements qui sont réalisés en se basant sur des briques d'intelligence artificielle, donc on ne dit pas que c'est exclusivement basé sur l'intelligence artificielle, donc il y a une sorte d'hybridation des solutions, des services numériques que nous mobilisons. Nous nous positionnons à faire développer des services qui assistent le choix du professeur. Donc on est bien dans une situation où il ne s'agit en aucun cas de faire la classe sans le professeur. Ce n'est évidemment pas l'intention du ministère et ce serait de toute façon un raté complet. En fait, on sait que les jeunes humains qui sont confiés aux professeurs apprennent ensemble par une interaction et évidemment pas seuls, sinon on le serait depuis très très longtemps. Et ce n'est pas le cas. Et on fait donc des systèmes d'assistance qui vont proposer des choses relativement simples. En fait, on tient des très anciennes promesses. La première, c'est celle de la différenciation. Donc, sur la différenciation, c'est proposer au bon niveau des apprentissages pour que l'élève puisse progresser dans son chemin d'apprentissage. Alors ça, évidemment, on le fait depuis que l'école existe, mais quelle que soit la performance, l'expérience du professeur, on sait que c'est extrêmement complexe de le faire tant pour 27 élèves si on est dans le premier degré, enfin à l'école, que pour 300 ou 400 élèves si on est dans le secondaire. L'IA va permettre de proposer des activités au bon niveau, donc dans la zone proximale de développement de Vygotsky. Et Vygotsky disait la chose suivante, c'est donc la zone du prochain apprentissage. Donc si on est en dessous, on s'ennuie, donc l'élève n'apprend rien. Si on est au-dessus, on reste au pied de la marche et on franchit jamais la difficulté. Donc il faut se trouver cette situation extrêmement précise. Ça, c'est extrêmement complexe à faire élève par élève. Donc, on peut le faire pour 1, 2, 3, 4, 5 élèves, mais pour le faire pour tous nos élèves, c'est très compliqué. L'IA, en revanche, peut faire par des retours, par des feedbacks, donc des retours par la pratique des élèves, auto-calibrer assez rapidement le bon niveau proposé. Donc, ça, c'est le premier point, la partie différenciation pour la difficulté rencontrée. Le deuxième point central, c'est, on le sait tous, qu'on n'apprend absolument pas de manière linéaire et il faut revoir, réactiver et le faire de manière expansée dans le temps. Donc, en réactivant certaines compétences, elles vont se consolider et s'ancrer et donc devenir dans le temps des compétences maîtrisées par les élèves. Donc, il ne s'agit pas de réussir une activité une fois pour dire je sais, je maîtrise et je saurais faire de l'induction et utiliser cette compétence dans un autre contexte. On sait bien que ça ne marche pas ainsi. Donc, le fait de rappeler dans le temps, donc c'est une vieille promesse des travaux des Bingos, de réactiver ces compétences-là, c'est extrêmement complexe de le faire parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins dans le temps de réactivation. Entre, admettons, des élèves qui sont en très grande facilité et des élèves en difficulté, on se doute bien qu'il ne faudra pas revenir le même nombre de fois sur les compétences à travailler et qu'il faudra parfois revenir au bout de 2 jours, parfois il faudra réactiver ça au bout de 4 semaines. Ce genre de choses sont simples à énoncer, extrêmement complexes et chronophages à réaliser si on tenait à jour des éléments élève par élève. Et là, l'IA peut à nouveau proposer donc tant le bon niveau et aussi le bon moment pour chacun des élèves. Donc ça, c'est les 2 grands pans qui structurent les propositions basées sur des services mobilisant de l'intelligence artificielle. L'autre point dont a absolument besoin un professeur, on dit il s'agit de personnaliser les apprentissages, donc pas individualiser forcément, parce qu'on apprend au contact des autres et on est des êtres sociaux avant tout, donc on a besoin de se confronter à d'autres camarades qui apprennent et évidemment d'apprendre avec l'aide du professeur qui tire toujours vers le haut les élèves où qu'ils en soient dans leurs apprentissages. L'autre point dont le professionnel a toujours besoin, c'est d'avoir un service qui lui permette de faire des regroupements et de le faire de manière dynamique, des groupes de besoins en fait. Ce qu'on pratique tous aussi quand on est professeur, mais très honnêtement, on ne requalifie pas nos groupes après chaque activité, ou alors vraiment vite, il faut donner un prix Nobel d'éducation aux professeurs qui font ça. En tout cas, moi, en ayant été professeur, je faisais ça, mais régulièrement, mais honnêtement, pas après chaque séance et surtout pas après chaque activité. L'IA ne se lassera pas de ça. Après chaque activité, il peut proposer au professeur, par exemple, je prends un cas très simple, 3 groupes de besoins, des élèves en difficulté, des élèves dans le cœur de classe et des élèves en facilité. Et à chaque activité, dire voilà la constitution du groupe pour la prochaine activité.
Et ce qui est important, et c'est l'attention que nous avions eue dans le partenariat d'innovation intelligence artificielle développé par le ministère, pour les élèves de CP, CE1, CE2 en français et mathématiques, on propose des regroupements dynamiques aux professeurs. Et c'est une proposition, charge aux professeurs de modifier ces groupes-là, de modifier les activités s'ils considèrent qu'elles ne sont pas pertinentes, et de modifier les délais de réactivation s'ils considèrent qu'en fait, il serait bon d'anticiper la proposition faite par l'ordinateur. Donc le point central, c'est d'assister le professeur et que le professeur puisse modifier la proposition qui émane donc des systèmes basés sur de l'IA, mais qui ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été co-construits par des chercheurs en laboratoire, par des didacticiens, donc des experts de la didactique des disciplines et du développement des enfants, et surtout co-construits avec des entreprises qui ont ces compétences et qui savent innover sur ces secteurs-là où on était vraiment en situation de pionnier, et un co-développement avec des professionnels. Donc, pour faire écho avec ce qui avait été dit, vraiment avec les professeurs. On sait bien, et Margarida et Louis le savent mieux que quiconque, ce qui est pensé en laboratoire va irriguer ce qui va être développé par des entreprises, et il faut pouvoir industrialiser, proposer ça pour le commun, pour tout le monde, pour tous les professeurs, quelle que soit leur appétence pour le numérique. Donc, il s'agit de ne plus adresser que des pionniers. Et le passage à l'échelle ne va pas de soi. Le passage du laboratoire à la classe est quelque chose qui peut être extrêmement complexe. Donc, le choix que nous avions fait était de co-construire ces développements pensés par des chercheurs avec les académies, avec des professeurs volontaires, pour avoir des retours vers les chercheurs et vers les entreprises pour qu'ils améliorent ce qu'ils avaient pensé initialement. Ce feedback-là, ce retour est un cercle vertueux. Si nous avons affaire à des volontaires qui s'emparent de ces services-là, alors ils pratiquent avec le système d'IA. Ça génère des données sur lesquelles peut être consolidé le modèle d'IA, et donc on tourne de manière très très positive. Si on impose un système d'IA à des gens qui ne veulent pas s'en servir, il n'y aura pas d'usage, donc pas de données, et donc pas de stabilisation d'un modèle pensé par des chercheurs. Voilà ce que nous avons essayé de proposer initialement. Donc on a 3 solutions en français actuellement et 3 solutions en mathématiques, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Là, du coup, quand même, il y a 2 points clés. C'est donc la question déjà du choix. Donc, c'est intéressant l'idée que l'IA donc, est une aide auxiliaire, parce que aussi une crainte que peuvent avoir les professeurs légitime, c'est aussi la dimension injonctive, c'est-à-dire qu'on voit bien, si on a une IA qui est performante, prenons le cas de la médecine, enfin l'éducation, si on a une IA qui nous prédit une probabilité de telle ou telle maladie ou une potentielle tumeur, effectivement, il est dur de choisir, de désobéir ou de ne pas entendre ce que l'IA nous propose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que dans l'éducation, là, ça me paraît clé, effectivement, de bien préciser ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que les professeurs ont une proposition et, en gros, quand on l'applique, c'est l'expérience du professeur qui valide ou invalide l'IA, si je comprends bien. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est parfaitement résumé. Le point qui nous tient tous à cœur, en fait, je pense pour les participants aussi d'aujourd'hui, c'est qui est-ce qui connaît mieux les élèves que le professeur de ces élèves? Cette connaissance-là qui est basée évidemment sur des évaluations, mais qui est aussi basée sur un vécu, sur le fait d'avoir un contact visuel. Alors là, en ce moment, c'est plus compliqué, on est beaucoup à distance, mais en fait, on sait tous bien l'importance d'avoir ces échanges avec les élèves. Cette connaissance-là, l'IA en est très 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 loin. Ce qu'elle va vous prendre, l'IA, c'est des informations très ponctuelles sur des activités extrêmement ciblées. Donc c'est précieux, c'est un retour extrêmement intéressant, mais il n'est que partiel. Et donc, cela doit être complété par la maîtrise, l'expérience du professeur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis en position d'assistance. Ce n'est pas par défiance, c'est juste qu'on sait bien que l'IA a une vue, un éclairage très particulier qui est extrêmement intéressant. C'est une information parmi d'autres. Je prends un exemple très simple. Si un élève échoue à une activité et que le professeur sait que les parents se sont disputés la veille ou que l'enfant n'a pas mangé le matin, il pourra très bien rectifier, il devra rectifier le fait que l'élève a échoué parce qu'il est submergé par d'autres problématique que le simple fait qu'on évalue la compétence. Ça, l'IA ne peut pas le détecter si l'enfant a mangé le matin. D'accord? Donc en fait, il faut juste être modeste. On a un outil technologique de haut niveau qui ne s'épuise pas, qui ne se fatigue pas, qui n'oublie pas des éléments pour les réactiver dans le temps, de dire il y a 4 semaines, cet élève-là avait échoué, cette activité, je la réactive. Donc ça, c'est précieux et ça décharge le professeur d'une surcharge en l'occurrence cognitive qu'il devrait avoir à gérer, pour que lui puisse se concentrer dans des choix centraux qui relèvent de son expertise. L'expert pédagogique dans la classe, quel que soit l'étayage technologique, sera toujours le professeur et pour très 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 longtemps, heureusement. Et Margarida, pour poursuivre sur ces expériences, ces applications dans l'éducation de l'IA actuellement.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je pourrais parler plus des activités donc, visant à faire comprendre, parce qu'il y a deux éléments. Il y a les applications donc, au service de l'enseignement, donc comment l'IA peut améliorer certaines ressources ou certaines prises de décision de l'enseignant. Et donc, comme Axel a présenté, là, il y a vraiment un champ extraordinaire, notamment dans des disciplines avec des éléments très spécifiques, donc pouvant être bien modélisés, donc qui vont être toujours au service de l'enseignant. Et après, il y a qu'est-ce qu'on fait avec les élèves pour qu'ils puissent comprendre l'informatique et à l'intérieur de l'informatique, des éléments qui sont associés donc, au côté IA. Et là-dedans, donc, comme l'a rappelé lui, c'est super important, donc les côtés données. On travaille beaucoup aussi les côtés perception, donc dans les sens capteurs, donc comment ces données sont recueillies, mais également les limites des données recueillies et l'impact que ces données vont avoir par la suite dans les traitements. Et de permettre de comprendre, donc par exemple via Teachable Machine ou via des activités qui ont été mises en place par des collègues INRIA côté Unplugged Computing, donc comme les jeux de Nîmes, comprendre également les traitements, donc les côtés algorithmiques, et permettre aux élèves donc d'imaginer comment ces données sont traitées par ces systèmes-là. Et l'autre aspect donc qu'on fait, c'est se poser des questions de, par exemple, une enceinte connectée. Quand on parle avec une Alexa, qu'est-ce qui se passe? Donc, on essaye de voir également donc quelles sont les idées des élèves par rapport à ce type de mécanisme et comment ils perçoivent également voilà, les cheminements entre les moments où les capteurs reconnaissent donc la voix jusqu'au moment où il est traité, où il est analysé. Donc, c'est vraiment des activités qui sont davantage pour la compréhension du phénomène et surtout pour permettre aux élèves de ne pas s'imaginer que c'est davantage intelligent qu'eux ou que c'est davantage ou que c'est vachement plus intelligent. Il y a un exemple très concret dans une école ici à Nice. Donc, on est allé, on a posé des questions au départ aux élèves. Donc, sur, par exemple, différents types de machines, quel était le niveau d'intelligence. Or, ces élèves-là ont considéré que même parfois, certaines calculatrices pouvaient être extrêmement intelligentes. Et après avoir fait quelques activités, ils reviennent sur les niveaux d'intelligence qu'ils attribuent parce qu'ils dépassent ces côtés calcul et ils voient que l'intelligence, ça va au-delà des calculs, mais on voit vraiment que les élèves ont une perception d'intelligence très associée au calcul et que forcément, si une machine permet de faire des choses, des calculs d'automatisation de manière plus performante qu'eux, ils vont penser que c'est intelligent sans attribuer l'intelligence à des éléments spécifiquement humains. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail sur les effets de perception, interroger le langage, le sens. Oui, et alors du coup, Louis, pour poursuivre ce que présentait Margarida, tu nous avais parlé la dernière fois en préparation, effectivement, d'un travail, notamment un peu sur les préjugés avec les 3 mots au début de la séance et les 3 mots en fin de séance, notamment, qui étaient très intéressants. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je peux partager mon écran, d'ailleurs. Oui, alors si tu es sur Chrome, il me semble. Si tu vois, tu as 3 petits. Je suis sur Firefox. Essaye quand même. Ouais, elle m'a dit que le navigateur est en train de bloquer le partage, mais c'est pas grave. Et en fait, ce que nous on a fait, on a fait une séance qu'on appelait de la salle de classe à l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle à la salle de classe. Et dans la première séance, l'idée, c'était de se poser des questions comme utilisons-nous des systèmes d'IA dans les salles de classe ou utilisons-nous des systèmes d'IA dans notre vie quotidienne, comment ces systèmes d'IA se comportent-ils, quel type d'objets ont-ils, certains de leurs comportements peuvent-ils être dangereux
ou pas éthique, etc. Donc, c'est ces processus de réflexion que Margarida vient un peu de décrire, et dès la salle de classe à l'intelligence artificielle. Et en fait, en faisant ça, on l'a fait avec des petites élèves, en fait, des CM1, CM2. Donc, c'était un grand défi, justement, d'aborder ces sujets avec eux. Et en fait, on a commencé toute cette histoire parce que c'est un processus de 7 mois. En fait, c'est une expérimentation de 7 mois et on va bientôt publier toutes les vidéos. Mais il faut regarder toutes les vidéos. Et pourquoi il faut regarder toutes les vidéos? Parce qu'en fait, la première chose qu'on a fait dans la première vidéo, ce qu'on fait, c'est de confronter les élèves aux robots, en fait. Donc, et pourquoi on a fait ça? Parce qu'avant de commencer ces séances, ce qu'on faisait, c'était qu'à chaque intervention, avec des lycéens, des collégiens ou dans les primaires, on demandait le premier 5 mots en fait, qui nous viennent à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle. Et ensuite, on a traité un peu ces données. Et si on regarde en fait la représentation de l'intelligence, que les élèves se font de l'intelligence artificielle, on voit dans les noyaux centrales, par exemple, de cette représentation des élèves, 4 mots robots, futurs, en tout cas des élèves avec lesquels on a travaillé, algorithmes et autonomie. Ensuite, dans la première frontière, on va dire, de cette représentation, on voit des choses comme programme, intelligent, innovation. On voit après deep learning, Google, technologie, etc. Et après, on a mis en place une expérimentation, donc toute une intervention, ou ce que je venais de dire avant, à partir de ces 3 éléments données, algorithmes d'apprentissage, prédiction. Et on a, dans la dernière partie, on a justement toute cette partie de collaboration entre les humains et les machines, tout ce que Axel en fait vient de décrire. Et c'est intéressant parce que quand on repose les questions à la fin de la séance, on a d'autres mots qui commencent à entrer, on va dire, dans les noyaux centrales de cette représentation, comme collaboration. Donc, en fait, les noyaux centrales, il est transformé, robot, reste largement le mot le plus utilisé avant et après l'intervention. Mais là, on voit apparaître des mots comme collaboration, algorithme, continue dedans. Et dans la première frontière de cette représentation, on voit des mots comme données, qu'avant, on ne voyait pas du tout. Donc, les élèves commencent à se poser la question et on commence à voir l'importance, on va dire, des données, du traitement des données. On voit des choses aussi comme limites. On voit que c'est limité ou des systèmes limités. Et donc, il commence à se poser des questions très intéressantes. Et à la fin, juste pour terminer, on a aussi des sciences qui vont à l'inverse, donc de l'intelligence artificielle à la salle de classe. Et c'est pour aborder un peu les questions qu'Axel vient d'illustrer. Donc, quelles données les enseignants et les élèves génèrent en classe, par exemple, ou quelles données pouvons-nous utiliser, avec quels algorithmes, pour faire quelles prédictions. Mais on a déjà compris avant toute cette partie-là pour après commencer à nous poser ces questions. Et en fait, on a conçu on va dire un atelier des débats éthiques philosophiques. Et en fait, c'est l'enseignant qui a conçu vraiment l'atelier. Et l'objectif, c'est justement aborder toutes ces questions. Mais maintenant, les élèves, ils connaissent bien toute cette partie-là. Ils connaissent bien quand on parle, ils savent le défi, etc., quand on parle des données. Et maintenant, on a des situations spécifiques pour parler avec eux et pour échanger avec eux. Et David, merci. David, tu voulais intervenir? Je vois que ta main est levée. Non. Ah non, je ne l'ai pas baissé. Non, pas particulièrement sur ce sujet-là, je vais baisser. Parce que justement, du coup, ça nous permet de passer. Alors, il y a une dernière étape un peu surprise qui n'était pas prévue. Mais là, avant d'arriver à cette dernière étape surprise, je voudrais un peu aborder les enjeux éthiques et prendre un peu de recul parce que très vite, on se rend compte qu'il y a un choix de pédagogie, un choix de société et un choix, en réalité, un choix démocratique fondamental. C'est pour ça que, notamment, la présence d'Axel Jean est précieuse, puisque la question qui se pose, c'est quelle école se dessine pour une démocratie avec l'intelligence artificielle? C'est-à-dire, peut-être prendre aussi la mesure, qu'on ne connaît pas, mais par exemple, si on pense à la puissance chinoise, qui déjà s'empare du sujet de l'IA, ou qui a très au sérieux également ce bouleversement. Alors, peut-être dessiner un petit paysage des enjeux finalement quand même sociaux et politiques à grands traits, évidemment, de la situation, et du coup, surtout de l'enjeu pour nous, l'Europe, la vieille Europe, quel va être l'enjeu? Et puis, il y a une question un peu naïve, mais qui pourtant me paraît intéressante, c'est
est-ce que c'est inéluctable? C'est-à-dire que l'arrivée de l'IA nous est présentée, si on lit les journaux, on regarde la télévision ou même les fictions, comme quelque chose d'inéluctable, déjà là en partie, et qui est promis à une expansion définitive. Donc voilà, juste peut-être présenter un peu les enjeux sur la question démocratique et évidemment sur ces questions aussi un peu simples, mais est-ce que c'est inéluctable comme bouleversement qui nous attend? Alors, je vais commencer, mais on va le faire quand même à plusieurs voix parce que c'est vraiment pas une question simple en fait. C'est une question complexe, mais il est temps de se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se poser cette question-là et je vais m'inscrire dans ce qu'a présenté Louis parce que ce que propose Louis aux classes et aux élèves, en fait, si on le dit, on met de côté les algorithmes, etc. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'attend Louis et les chercheurs avec les professeurs quand ils proposent ces activités-là? C'est d'accompagner, de développer la forge de l'esprit critique des élèves, en fait. Donc, que ce soit dans le monde, en gros, je fais vraiment un très grand trait parce qu'on est samedi après-midi. Il y a des gens qui vont adresser systématiquement des consommateurs et il y a d'autres personnes qui pensent qu'on peut être consommateur tout à côté de quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux, qui est d'être citoyen. Donc, citoyen n'exclut pas consommateur, mais il y a des gens qui n'adressent que le côté consommateur. Donc, il y a des gens qui développent de l'IA pour capter le consommateur, pour qu'il déclenche une envie d'achat, etc., etc. Des gens qui se disent, là, il y a quand même effectivement des questions qui sont bien centrales et qui peuvent bousculer des régimes qui veulent rester démocratiques. Je ne sais pas si on est ou pas encore en cours d'une révolution industrielle. On ne le saura qu'après, malheureusement, mais il est possible, il est peut-être probable que l'impact de l'IA par tous les pans, donc en médecine, en culture, en commerce, en finance, en éducation, en défense, ce sujet est tellement massif qu'il est probable qu'il ait le même impact que l'arrivée de l'électricité, que de l'imprimerie, etc. Et on sait qu'il y a des transformations gigantesques qui s'opèrent dans la société, et naturellement, l'école ne restera pas à l'abri de ces transformations-là. Quand je dis à l'abri, c'est presque un propos que je regrette parce qu'il ne s'agit pas d'être défensif. En fait, l'école a vocation à irriguer la société et en tout cas dans le régime démocratique, elle est toujours devant. Elle forme les futurs citoyens. C'est la plus noble mission qui appartienne de viser vers l'autonomie et de développer des esprits critiques, qu'ils fassent de l'art, des sciences, des lettres, etc. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer de manière peut-être très rapide. Donc, ça va engendrer des transformations qui nécessitent des formations très importantes. Donc, il faut accompagner les cadres, les formateurs. Qui d'autre que les professeurs doivent accompagner les élèves qui, une fois cette transformation faite, vont peut-être utiliser des services que les professeurs n'utilisaient pas quand ils étaient eux-mêmes enfants et quand ils ont été formés. Donc, il y a un besoin de formation continue très rapide, très important pour faire société. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas cette formation-là par les professeurs, qui va le faire? Les gens qui cherchent à adresser uniquement les consommateurs, même pas en rêve, on est d'accord. Donc en fait, c'est bien la charge de ceux qui tiennent les systèmes démocratiques qui ont cette vocation-là. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas ceux qui chercheront à adresser l'IA que par le commerce qui s'occuperont de cette part-là. Donc il y a un enjeu de société et de citoyenneté central, impératif. Et pour cela, il faut qu'il y ait des préparations, un accompagnement, des cadres qui soient définis, donc des enjeux déontologiques, éthiques qui soient posés. Donc, il y a vraiment une belle bataille à réaliser. Restez bien tous éveillés, restez critiques. Et quand je dis critique, ça ne veut pas dire du tout, hein, surtout qu'on ne se trompe pas dans mon propos. Ça veut dire, moi, je suis pas pour être un béat de la technologie, mais pas non plus pour être un obscurantiste face à la technologie. La technologie vient, elle apporte des plus-values. Je reprends toujours cet exemple. Si on fait du dépistage précoce des cancers, ça permettra peut-être de mieux les traiter. Si on fait du dépistage et une assistance auprès du professeur d'une difficulté avant qu'elle s'ancre dans les apprentissages, ça permettra aussi à tout le monde de progresser. Mais il faut qu'on accompagne cette révolution par des transformations et des formations pour faire société. Et donc, il faut clairement s'en emparer de manière importante. Et évidemment, tout le monde le sait ici, le professeur, alors en France, c'est très ancré dans la fondation de notre République, hein, le professeur est un des acteurs principaux qui permet à la République de tenir et de s'inscrire dans la durée. Donc il y a d'autres régimes, évidemment, que les seules républiques. Je ne dis pas que démocratie égale strictement république, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des régimes à tendance ou à vocation dictatoriale ou en tout cas non démocratique, qui eux explorent à fond l'IA sans aucune réserve éthique, en se disant que c'est un très bon moyen de contrôler les populations. Donc, il y aura le pire de possible, un peu comme dans toutes les technologies. Avec du nucléaire, on peut faire quelque chose de catastrophique et on peut aussi faire des choses
très bénéfique. Et je reviens sur cet exemple de la médecine. Avec le nucléaire, on peut aussi traiter des saletés de maladies, en fait. Donc voilà, ça sera ce qu'en fera l'humain. Et je pense que c'est un enjeu colossal pour les démocraties que d'être en pointe sur ces sujets-là et de ne pas être des simples utilisateurs de services basés sur de l'IA pensés par d'autres. Donc il y a quelque chose de central et les professeurs, on sera en première ligne, c'est très clair. Margarida? Oui, j'ai rejoint vraiment les enjeux soulevés par Axel, parce qu'il y a cette question des moyens qui sont vraiment très, très, très différents, parmi lesquels la Chine s'est positionnée très fortement. Et c'est vrai que les principes de développement ne sont pas les mêmes. Donc, quand les principes de développement des solutions ils ne tiennent pas compte des mêmes visées citoyennes, donc d'épanouissement d'un citoyen qui soit critique, etc., versus des systèmes que ce qu'ils veulent, c'est surtout faire avancer, performer les élèves au maximum et puis les classer, même mettre en place parfois des systèmes de gestion de l'attention en classe. On est vraiment dans des applications très, très différentes et il y a vraiment un enjeu de souveraineté pour vraiment développer des plateformes et des contenus et des modèles qui soient propres, car derrière, il y a également un positionnement, il y a une vision, c'est une expression culturelle quand même, toute application informatique. Et donc, si on ne fait pas les pas en avant de développer également en Europe des solutions fortes, on se fera à un moment donné, des solutions créées ailleurs viendront occuper l'espace qui aurait pu être occupé par des solutions locales. Donc, je pense qu'il y a un enjeu très, très fort de développer des solutions qui correspondent justement aux valeurs éducatives que nous partageons. Et l'autre aspect, c'est les aspects linguistiques. Donc, il y a quand même il y a quand même une prédominance de l'anglais et il est important également donc qu'il puisse avoir beaucoup de solutions créées dans les différentes langues européennes pour éviter également que, actuellement, beaucoup de belles solutions des formations à l'IA, c'est encore uniquement en anglais. Donc, on doit vraiment également se positionner dans les langues européennes pour que cette langue-là, elle soit à la fois source de données et richesse, mais à la fois, ça ne permet pas de limiter parce que certaines ressources vont uniquement être accessibles à ceux qui maîtrisent un peu l'anglais. David ou Louis, vous voulez ajouter Oui, oui, tout à fait d'accord. Et je pense que Margarida et Axel ont décrit la situation parfaitement. Mais juste un exemple peut-être précis ou concret, justement, comment on essaye de faire émaner justement cette réflexion chez les élèves. Et Margarida l'avait justement cité une plateforme qu'on utilise, mais on peut utiliser une autre. Mais on l'avait fait avec Teachable Machine parce que c'était rapide. Et quelque chose qui est important pour nous, en fait, c'est pas uniquement rester dans les codes, etc., mais faire quelque chose, peut-être qu'on peut l'appeler systémique. Donc, on met tous les débats philosophiques dans ce que les élèves ils vont créer. Et par exemple, on commence pour commencer très simple, on utilise Teachable Machine parce que comme ça, c'est plus concret, plus direct, justement pour arriver à ce type de discussion. Et ce qu'on fait, c'est d'entraîner un modèle. Donc, d'écrire un modèle, on demande aux élèves d'écrire un modèle. Et en fait, toute l'activité est déjà préparée. Donc, il y a des élèves qui vont entraîner un modèle pour reconnaître les chiens et les chats. Un autre groupe va faire un modèle pour reconnaître les hommes et les femmes. Et pareil, on a les données. Dans les données, ça va être des photos. On a l'algorithme d'apprentissage. C'est déjà intégré à la plateforme. Et ensuite, on va faire des prédictions. On va montrer des photos que la machine ne connaît pas et voir comment les modèles que les élèves viennent d'écrire fonctionnent. Dans le cas des hommes et des femmes, on commence à faire les tests et il y a des hommes, ah oui, ça reconnaît très bien, etc. Et on avait fait tout exprès. Et à la fin, on a une femme qui a les cheveux courts. Et quand on montre la photo, la machine dit à 100% que c'est un homme. Et là, on commence tout un débat intéressant avec les élèves. Et on demande aux élèves, pour vous, cette personne, c'est un homme ou une femme? Ils disent, ah, mais c'est 100% une femme. Et pourquoi vous pensez que la machine pense que c'est un homme? Et tout le monde commence à développer les règles que la machine a définies
à partir de l'entraînement que les élèves ont fait de la machine. Elle dit, parce qu'en fait, on n'a pas montré des photos où les femmes ont des cheveux courts. Donc, elle a défini une règle que les femmes doivent avoir les cheveux longs. Donc, pour la machine, les hommes ont les cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs. Et on fait la même chose pour les chats et les chiens. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est très important avec les données. On a besoin de beaucoup de données très diverses pour représenter les différentes choses. Et après, on commence à aborder différents types d'exemples, justement, pour arriver à tous ces débats éthiques, philosophiques, etc. Et on commence à aborder différents types de situations de la vraie vie, que je pense Axel et Margaret ont bien illustré aussi, parce qu'on va au-delà de l'éducation, mais aussi on aborde des sujets de l'éducation. Par exemple, une application qui va personnaliser ou adapter quelque chose, comment elle va fonctionner en fait. Et là, on fait la différence par exemple, l'apprentissage adaptatif et l'apprentissage personnalisé et des choses comme ça. Alors là, l'exemple que tu as pris, Louis, est très bon. On t'entend. Ah, pardon. Non. Oui, oui, tu disais. Oui. C'est un très bon exemple, le portrait de femme avec les cheveux courts, parce que ça nous enseigne quelque chose de très important, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire quel groupe culturel, quel collectif sera là pour construire, pour élaborer. C'est intéressant parce que ça rappelle la machine éducative chez Kadik, qui est effectivement une sorte d'intelligence artificielle qui individualise au niveau pour chaque élève, mais Kadik ne conteste pas tellement cette aptitude de la machine. Ce qu'il conteste, c'est le fond culturel, qui est en l'occurrence un régime totalitaire, parce que comme c'est un régime totalitaire qui a créé l'IA, dans l'occurrence la machine éducative, forcément, elle va par automatisme formater les individus. Et là, on revient à ce qu'avait dit Axel avec la participation des enseignants, une intelligence collective et aussi une construction qui est très importante, puisqu'effectivement, l'IA ne tombe pas du ciel, elle est créée par des individus, par des sociétés, des cultures. Et ça, pour le coup, ça peut être aussi un endroit, une dynamique pour le prof d'être acteur. Alors, je vais laisser la parole à David pour les enjeux, justement, en tant qu'enseignant, les enjeux éthiques qui se dessinent ou les questions qui se posent à nous, enseignants. Tout à fait. Et merci Louise pour ces pistes, parce que moi je vois très bien mes élèves de CM1, CM2 ou en lycée partir sur des discussions à visée philosophique à partir de données comme ça sur la reconnaissance faciale. C'est très intéressant. Moi, le parti pris, et heureusement dans l'éducation nationale en France, les programmes prescrivent l'enseignement de la programmation depuis 2016. Je parle pour le cycle 3, les petites classes, parce qu'il est nécessaire de relever ces enjeux éthiques, sociaux, de citoyenneté, et ça passe, selon moi, ça passe par l'éducation dans les petites classes, et je prends l'exemple de l'éducation au capteur, par le biais de la robotique pédagogique, et de chercher à montrer aux enfants comment ça marche, un capteur, et comment autour de nous, la société est bardée de capteurs. Que ce soit quand on se déplace, mais aussi quand on est sur Internet, tout simplement, avec des moteurs de recherche, essayer de comprendre comment fonctionne ce circuit de l'information. Donc, une éducation aux capteurs par l'utilisation de la robotique pédagogique, et se tourner également ces nouveaux enseignements de la programmation de la robotique, tourner ces nouveaux outils vers une démarche de développement durable. Quand on interroge les élèves sur un projet de ville intelligente, de ville de demain, et ce qu'il en ressort dans la discussion, on va dire, philosophique, c'est de dire, nous, on veut une ville qui nous donne davantage l'accès à la nature, qui respecte davantage la nature. Donc, quand on part sur parce que c'est important la notion de projet quand on est en robotique pédagogique et en programmation, quand on part sur un projet, laisser la créativité des élèves aller, et il y a des chances que ça aille vers le développement durable. Donc ça, voilà, en termes de citoyenneté numérique, ça me semble aussi important de le dire. Dans tout ça, on entend que finalement, avec ces apprentissages, les élèves vont choisir le numérique plutôt que de le subir. Et alors ça va peut-être faire la transition avec la suite, mais quand on est entre nos orientations, nos intuitions et la science-fiction, j'essaie de garder en tête toujours l'idée qu'il
c'est nécessaire que le projet soit à la fois, tourne à la fois vers la coopération, vers la programmation, vers la fabrication de nos propres mains, qu'on garde notre dextérité, qu'on ne la perde pas, donc dans la fabrication, et également dans la protection donc, de notre environnement. Alors moi, du coup, si tu me poses la question, Nicolas, je vais te dire que mon film qui m'inspire là en ce moment, c'est Interstellar, par exemple. Bon, c'est pas un nouveau film, hein, mais avec une très belle base scientifique, et c'est là où c'est intéressant quand l'art rejoint les sciences. Ah bah, justement, ça va me permettre, David, de continuer. C'est que c'était ça la dernière partie. Je vais vous demander, alors je vais vous demander deux choses, mais juste un dernier point. C'est très important, effectivement, dans ce que tu disais, David. Finalement, l'IA, c'est un artefact. Hein. C'est pas un être, c'est un artefact. Et peut-être que travailler ensemble sur l'idée que une IA, c'est un artefact, une fabrication, une programmation, et non pas un être. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et alors, justement, pour clore cette super rencontre-là, où vraiment on a appris énormément de choses, je vous demanderai à chacun votre tour de citer alors, un conseil de lecture. Alors, ça peut être un essai ou une œuvre de science-fiction. Donc, David a déjà donné Interstellar, et aussi un conseil au professeur. Voilà, chacun à votre tour. Donc, un essai, un conseil de lecture, soit pour se renseigner ou soit pour développer l'imaginaire d'enseignants, et effectivement un conseil au professeur de votre point de vue. Alors Margarida. Oh, bon, moi je reprendrai un classique, donc peut-être revenir sur Papert, donc Seymour Papert et Mindstorms, donc pour voir justement les voyages qui a été fait depuis les années 70 jusqu'à présent, et peut-être des travaux de Minsky ou d'autres, mais je trouve super intéressant quand on revient vers les textes, donc Minsky, d'autres en intelligence artificielle assez anciens, et voir déjà donc les espoirs qu'il y avait, mais également les limites qui ont été rencontrées, pour voir également quelle est la partie donc qui voilà, prendre du recul par rapport également à ces approches-là. Et l'autre conseil, donc d'un côté, ça serait vraiment de se jeter à la piscine et tester des choses. Donc voilà, en fait, c'est important au lieu d'appréhender, donc de se dire qu'est-ce que c'est, donc plutôt voilà, s'engager dans une collaboration donc comme celle qu'on développe avec les classes, donc pour pouvoir voilà, tester concrètement des éléments, donc au lieu que ça reste éloigné. Et l'autre élément, c'est dire que c'est quelque chose qu'il faut bâtir, et donc qu'il ne faut pas accepter les choses telles quelles, mais il faut s'engager également. Et donc, par exemple, imaginons des recommandations d'orientation qui un enseignant ne trouverait pas correctement formulées, car elles perpétue certaines biais ou certaines tendances. Donc, de vraiment aussi prendre la position d'être proactif et d'aller vers ceux qui ont développé cette solution-là pour pointer les difficultés. Donc, c'est dire, voilà, comme Axel disait, on dépasse le rôle consommateur, et puis quand on détecte qu'il y a des biais ou des éléments qui ne fonctionnent pas dans des solutions, également pouvoir les remonter pour qu'il y ait des améliorations progressives de ces différentes solutions. Merci. Louis? Pardon. En fait, je disais que je voulais faire la même chose que Margarida et aller vers le passé, vers Papert. Mais du coup, je vais faire exactement le contraire. Donc, je vais venir à la dernière chose que je viens de lire. Et c'est le livre du chercheur chilien qui a passé par l'MIT et qui est aujourd'hui à Toulouse. Et qui a beaucoup développé justement dans tout ce qui est la partie reconnaissance visuelle, etc., autour de l'intelligence artificielle. Et en fait, il a publié un livre qui est gratuit à télécharger, mais malheureusement, il est en anglais uniquement pour le moment. Il s'appelle « Comment les humains ils jugent les machines ». Et en fait, là, il met différents types de situations où ils ont mesuré justement la façon dans laquelle on mesure, où les humains ils jugent les machines. Donc, par exemple, ils ont mis des situations où il y avait un humain qui faisait quelque chose et une machine qui faisait quelque chose. Et l'idée, c'était de voir comment on juge un humain quand il s'est trompé et comment on juge une machine quand il s'est trompé et dans quelle situation.
très intéressant les livres. Et peut-être pour les conseils, et je trouve très fascinant et très intéressant l'interaction entre les différents acteurs, on va dire, dans ces contextes. Et par expérience, en fait, avec l'expérimentation que j'ai racontée il y a quelques minutes, et ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'enseignante, ce qu'elle-même me disait, c'est qu'elle a développé beaucoup de compétences avec l'interaction côté recherche. Et je pense que côté recherche, on a appris beaucoup de choses grâce à l'enseignante, en fait, qu'on n'a jamais imaginé. Et dans cette complémentarité, je pense qu'on a un aller-retour qui est vraiment très riche, vraiment très intéressant. Et quand c'est possible de mettre en place quelque chose comme ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très intéressant et on va avoir des résultats aussi très intéressants. Et peut-être que dans cette interaction, l'interaction également avec les élèves est très intéressante parce que je pense que l'enseignant et les chercheurs vont aussi apprendre beaucoup de choses des élèves. Donc, ça ne va pas uniquement dans un sens, mais ça va dans les deux sens, on va dire, et ces interactions. Et la dernière chose, peut-être, et ce que je disais avant, on essaye de faire comme une histoire, en fait, là, et pas de rester sur le if, else, for, quand on est en train de coder ou d'apprendre à coder, mais d'apprendre à coder pour quelque chose. Donc, on évoque toute la partie éthique, pourquoi notre système quelles questions va répondre notre système ou le système qu'on est en train de concevoir, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, on a demandé aux élèves, ces modèles que vous venez d'écrire, on peut les utiliser pour faire quoi exactement? Pour faire des choses bien, mal, etc. Et en fait, il y avait des élèves qui disaient, ah, mais en fait, si on peut reconnaître les objets, peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser les modèles qu'on vient d'écrire pour reconnaître les plastiques, le papier et le verre. Et dans une application qu'on avait fait avec Scratch, et peut-être qu'on peut le mettre dedans, et comme ça, on peut faire quelque chose qui va reconnaître automatiquement. Et ce type de réflexion, justement, je pense que est très intéressant. Et cette façon de penser assez systémique, on va dire, je pense que dans ces contextes, c'est très intéressant et très puissante aussi. Merci. Je prends la suite, c'est ça? Oui, vas-y. Ok. Une œuvre, on la conseille. Alors, je suis désolé, je vais essayer de donner quand même 3 conseils. D'abord, 3 conseils. Vraiment, par exemple, le ministère français a développé des ressources en s'appuyant sur, comme je vous le disais, des chercheurs, des entreprises. Donc, on a 3 solutions qui s'appellent donc Lalilo en français, Caligo en français et Navi, qui explorent toute la capacité d'aller vers l'écriture, la lecture fluence, enfin voilà tout ce qui permet de tester des élèves au bon moment, au bon niveau, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vraiment une invitation à découvrir les solutions de français, donc Lalilo, Caligo, Navi, et en mathématiques, Adaptive Math, Mathia et Smart Enseigno qui explorent la résolution de problèmes et le calcul. Donc, des choses qui sont relativement simples, mais qui correspondent bien aux apprentissages. J'insiste sur le fait que, comme ça a été développé en partenariat avec des chercheurs, des entreprises, des académies et un ministère, en fait, on propose un cadre de confiance pour que les professeurs découvrent le potentiel de l'IA, donc tant du point de vue de la différenciation des activités que de la sécurité, de la garantie que l'on donne au traitement des données à caractère personnel des mineurs. Et ce qui est exposé dans le cadre du partenariat d'innovation en CP, CE1, CE2 a vocation à se développer pour la suite de l'école, pour le collège et pour le lycée. Et donc, les professeurs peuvent déjà découvrir des choses. En gros, quand on présente quelque chose sur la data visualisation, sortir de la sempiternelle note et de proposer une dynamique de difficultés rencontrées par l'élève, comment on peut réancrer des choses dans le temps, etc. Ce tableau de bord du 21e siècle, il vaut pour le professeur qui enseigne en CP jusqu'au professeur qui enseigne à l'université. Donc, il y a des objets là à les découvrir soutenus, proposés dans un cadre de confiance dont j'invite vraiment les professeurs à s'emparer. Un autre point central, et ça va vraiment dans les travaux que mènent Louis et Margarida, c'est que les professeurs, nous devons tous faire bien attention à surmotiver et à dire aux jeunes filles, quel que soit leur niveau en classe, dès les plus petites classes jusqu'aux plus grandes classes, qu'elles peuvent, elles aussi, devenir des championnes de l'IA, de la créativité, de l'inventivité, et qu'elles apporteront 50% de plus que ce que peuvent faire seuls les garçons. En fait, voilà, donc on doublera. En fait, c'est 100%, puisque si on prend uniquement les garçons, on doublera l'effectif. Et il faut vraiment qu'on fasse ce travail tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, lors de toutes les situations d'orientation, d'inciter les jeunes filles et les jeunes femmes ensuite à aller vers tous les métiers
pas simplement scientifiques, mais évidemment scientifiques et numériques, et aussi ceux de la créativité. Ça, c'est vraiment un conseil, et je pense que c'est un travail qu'on doit tous réaliser, être vigilants, parce qu'il y a des biais qu'on propage aussi nous-mêmes en tant que professeurs, et il faut vraiment qu'on reste tous très très vigilants. Presque on devrait avoir un post-it systématique à se dire ne pas oublier à faire le topo sur le fait que les jeunes filles peuvent aussi aller vers les métiers de la créativité et du numérique. Un autre point, c'est que quand vous avez des services à votre disposition, aussi bons soient-ils, clairement, restez toujours vigilant sur le fait qu'il faille croiser les analyses. C'est-à-dire qu'on le sait tous, un simple test n'est jamais un bon test, en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on croise des faisceaux d'informations qui nous permettent de poser correctement un diagnostic en tant qu'expert de l'éducation. Donc, surtout pas croire que par la pratique d'un test, aussi bonne soit l'IA proposée derrière, on puisse savoir exactement où en est l'élève. Donc, on a une proposition, c'est un éclairage, un élément d'information, et professeurs, continuez-vous à étayer, à consolider, à compléter l'évaluation qui est proposée. Donc, vous le savez tous, quand on est sur un diagnostic, en fait, se dire que le diagnostic, il est temporaire, il emporte, il encapsule toutes ses faiblesses par rapport au système de notation, etc. Et qu'on sait aussi qu'il y a des enfants, des élèves qui, dans leur parcours, rencontrent des moments creux et qu'il y a quelqu'un que je respecte beaucoup dans ses travaux, Cyrulnik, qui a posé le principe de la résilience auquel nous devons toujours croire. Donc, un diagnostic n'est toujours que temporaire et il faut, donc là, ça insiste sur le fait qu'il faut pouvoir retester régulièrement les élèves et ne surtout pas les figer dans un diagnostic posé trop tôt. C'est vraiment central, donc y compris par un système basé sur de l'IA, y compris en croyant bien faire, ce qui serait vraiment une erreur. Donc voilà, ça c'est pour les conseils. Restez vigilants, restez critiques vous-même, en fait, et continuez à accompagner les élèves dans tout leur potentiel. Bien sûr que pour s'entraîner, pour remédier, l'IA va être très très précieuse pour activer des choses dans le temps. Donc utilisez tout le potentiel de l'IA. Il en a beaucoup, il y a beaucoup de potentiel autour de l'IA. Et après, évidemment, vous continuez à compléter par ailleurs. Dans les conseils d'heures, à nouveau, je ne respecte pas trop la consigne, désolé, mais 2 œuvres, parce qu'un film qu'on trouve aussi en livre, The Imitation Game, qui est La vie de Turing, qui est proposé, et en fait, on voit toutes ces questions posées par Turing quand il en est avant l'ordinateur à concevoir ce système qui essaie de casser les codes d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que le parcours de Turing a été vraiment très très difficile parce que ses travaux ont été cachés pour raisons militaires et parce qu'il était homosexuel. En fait, il n'y a pas eu de reconnaissance scientifique. En tout cas, elle a été très 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 tardive. Donc maintenant, évidemment, tout le monde sait que Turing est l'un des pères fondateurs de l'informatique et évidemment surtout de l'intelligence artificielle. Mais si vous ne l'avez pas vu, soit lisez le livre The Imitation Game, soit regardez le film qui est très bon. Et sinon, en deuxième ouvrage lu récemment et relu récemment, c'est un ouvrage de Pascal Pic, donc qui est paléoanthropologue. Donc je reviens encore un peu plus loin que toi, Louis, qui s'appelle Sapiens face à Sapiens et qui explique comment Sapiens évolue d'abord dans son environnement, au contact des autres, et qu'il y a une sorte de deuxième coévolution qui doit se faire maintenant autour des avancées très rapides de la technologie. Donc en fait, vraiment aller regarder l'analyse d'un paléontologue tel que Pascal Pic est extrêmement intéressant et j'y ai appris plein de choses et un angle de réflexion auquel je n'avais pas pensé initialement. Alors, moi, je vais proposer juste une lecture commune qu'on a eue avec David, apparemment. C'est Éric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, qui est un essai philosophique très critique, mais très intéressant parce que très documenté. Ça peut donner une perspective intéressante. Alors, je vous remercie tous et surtout, au terme de cette rencontre, j'ai pris des notes et face à l'intelligence artificielle ou avec l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il faut faire preuve de compétences, d'habiletés proprement humaines. La compréhension, l'explication, l'expérimentation, la prudence, l'imagination, la mise à l'épreuve, la collaboration et l'interaction. Je pense que vraiment, c'était très, très intéressant. Merci à tous de votre approche, de votre bienveillance et aussi de ce partage. Alors, je vous remercie tous. D'ailleurs, si vous voulez poursuivre la discussion, il y a encore des ateliers après. Notamment, il y en a un avec Erwan et Marc Meyassou. On parlera d'hétérotopie et aussi d'intelligence artificielle. Et il y en a plein d'autres dans le programme. Sincèrement, à tous les invités, chaleureusement, je vous remercie. Je pense au nom de la MLF et des rencontres numériques. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Delphine Régnard, qui a organisé tout cela et qui a permis ces rencontres, ces dialogues. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. À très bientôt. Bonne continuation à vous.